Qu'on nous donne la palpabilité en preuve du détournement de la participation criminelle. Ce qui nous écœure en fait, c'est par rapport aux éléments constitutifs. L'acte incriminé, comme on appelle en droit, la dissipation des fonds, la distraction des fonds. C'est là où Vital Kamerhe se pose la question, monsieur le président. En quoi est-ce qu'il a été, dans un moment, détenteur précaire des fonds? Par quel acte il a eu à dissiper la destination des fonds pour l'avoir distribué? On bénéficie des exonérations et que vous posez des actes. Parce que la participation criminelle, lorsqu'on on vous considère tous comme co-auteurs, cela ne voudrait pas dire que nécessairement vous vous êtes tous présentés devant les comptables pour retirer les fonds. Mais il y a des actes préalables sans lesquels ces fonds ne seraient pas sortis. Mais nous disons qu'il y avait des signaux. Mais on n'avait pas encore évalué. Alors qu'en vertu du contrat, n'est-ce pas, on aurait dû évaluer pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais le contrat lui-même ne précise pas, ne fixe pas de date, ne fixe pas de terme. Sans Kamerhe devait avoir cet argent. Par quel miracle? Non, non, dites-moi, par quel miracle? Vous avez tout développé ici, mais vous n'avez pas démontré que Djamar, en recevant cet argent-là, il y a quelqu'un qui a agi. Il a posé même un acte, que M. Kamerhe a reçu telle chose, tel bien, tel montant, pour que Samibo puisse gagner ses marchés. Ce contrat avait été signé en 2018, bien avant l'arrivée de Monsieur le Président Félix au pouvoir. Ils disent non, nous avons reçu les instructions, les ordres. Et ils ne peuvent pas être écoutés. Juridiquement, on ne peut pas les écouter. Parce que notre constitution consacre le principe selon lequel on ne peut pas exécuter un ordre manifestement illégal. Vous voyez qu'il y a seulement l'intention de vouloir clouer quelqu'un au pilori. Donc, à partir de cette lettre, monsieur le président, vous comprenez que aucun ministre, aucun responsable ne peut dire que nous avons reçu des instructions. Les instructions sont là. L'observance de la loi, elle est de stricte observance. Voilà le schéma, voilà la philosophie des projets de 100 jours. C'est comme ça qu'on vous dit, mais nous avons demandé des pièces. Monsieur le Premier Président, nous sommes en matière répressive. En matière répressive, la preuve est libre. Il y a la liberté de la preuve. Vous allez demander, je donne un cas précis, vous allez demander à une victime de viol d'apporter les documents, comme si le bourreau, lorsqu'il opère le viol, il doit lui signer un document pour dire c'est ce document-là que vous allez produire pour justifier que vous avez été victime de viol. Ma Mission TV, le miroir du monde. Je reprends. L'audience suspendue reprend. Les motifs d'appel ont été disposés. Il y a lieu maintenant de part et d'autre. Il y a eu même une réaction de la partie civile. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut considérer cela comme plaidoirie? On peut considérer, n'est-ce pas, comme plaidoirie, il est parti. Bon, lui, un peu dans la précise. Motif d'appel, il y aurait différentes charges mises à les différentes sont mises à charge de prévenus. Et il y aura lieu, n'est-ce pas, à cette occasion de relever les motifs d'appel et la réaction aussi, n'est-ce pas, des autres. Ok, comme ça on peut en finir. Monsieur le procureur général, Monsieur le Président. pour la première charge,
pour les préventions mises à charge de prévenus Sami Jamal et Kamere Edouard Kaningui. Avoir étant co-auteur ou co-auteur, selon l'un des modes de participation criminelle, prévu par l'article 21 du Code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, détourner les deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu des pièces, titres, actes et faits mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date plus précise, mais entre le mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par le délai légal de la prescription de l'action publique, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo, SARL, et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 48 831 148 $, qui était remise à la société Samibo SRL pour l'achat et érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet des logements sociaux au profit de 5 provinces de la République du Congo, en l'occurrence celles de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud Kivu, inscrits au programme de 100 jours initié par le président de la République. Ces faits-là sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal, livre 1er, et 145 du Code pénal, livre 2. Avoir comme auteur et co-auteur, selon l'un des modes de participation criminelle prévus par l'article 21 du Code pénal, livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes, ou à tout titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, détourner les deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu des pièces, des titres, actes et faits mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice de date certaine, mais entre les mois d'août et septembre 2019, co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmal SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personne politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 $ qui était remise à la société Ousmal SARL pour l'achat de l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 2 et 145 du Code pénal livre 2. Non, c'était 23 et 21 Code pénal livre 1er et 145 Code pénal livre 2. À charge des prévenus, je crois que l'on va commencer avec ça. Et on va y aller. Maître, vous avez suivi les reproches. Hein? Vous avez suivi. Oui? Non. Voilà. Pour les premières charges, c'est Sami Jamal et Kamere Edouard Kaningui. Je crois parmi les motifs d'appel que vous avez évoqués, n'est-ce pas? Vous avez évoqué qu'il y a la violation, n'est-ce pas, des dispositions de l'article 21 et
145. Ok. La Cour Maître, vous avez la parole en rapport avec... Pour établir l'infraction de détournement, la loi impose obligatoirement 5 éléments constitutifs. Nous avons 1, la qualité de l'agent. 2, l'objet de l'infraction. 3, la victime. 4, l'acte incriminé. Et 5, l'intention criminelle. J'ai entendu dire ici, par la partie Jamal, que les premiers juges avaient fait une couture définitionnelle. Sans revenir sur ce qu'il a dit, mais moi je pense que cette approche est fondée. L'acte incriminé et l'intention criminelle. Je disais que, en suivant les griefs tels que relatés, listés par la partie Jamal, il est revenu sur une notion qui paraît être essentielle ici. La notion d'une personne chargée d'un service public. Je l'ai dit pour l'intention, pour l'appréciation objective de la science. Une personne chargée d'un service public, c'est une personne qui est sous le contrôle de l'administration publique, qui n'est pas à confondre avec un agent assimilé ou un fonctionnaire au sens naturel du terme. Et ici, comme je l'avais dit, c'était une couture mensongère des faits. Il fallait d'abord habiller M. Jamal, gérant de la société Samibo, de la qualité d'une personne chargée d'un service public, et ensuite faire un pont frauduleux entre Jamal, gérant d'une société privée, et M. Kamere, directeur du cabinet en son temps du président de la République. Nous disons que cette approche définitionnelle, l'analyse faite autour de ces éléments constitutifs, partant du premier élément pour entraîner la conséquence d'une participation criminelle, paraît erronée ou est erronée. En ce que M. Vital Kamerhe n'a jamais perçu un seul rond, directement ou indirectement, à l'issue de ces décaissements par les trésors publics au profit de la société Samibo. J'ai dit jamais, directement ou indirectement. Si, en son temps, il avait donné des instructions, c'est puisque il était directeur de cabinet et partant des attributions dictées par la loi reconnue à tout directeur de cabinet des chefs de l'État, il était dans l'obligation d'assurer la communication avec les autres institutions de la République. C'est comme ça que le président de la République, pour impacter son mandat qui venait à peine de commencer, avait lancé ses projets de 100 jours pour secourir de manière urgente certains domaines dans certaines provinces qui souffraient d'un manque réel et criant de la participation de l'État congolais. Et comme il y avait déjà un projet qui existait,
signé en son temps, conclu en son temps avec la République d'un côté et de l'autre côté avec la société Samibo, l'État congolais, sous la nouvelle direction du président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pu que s'appuyer sur ces vieux projets qui n'avaient pas été exécutés en son temps, puisque, je me souviens, lors de l'instruction au premier degré, le ministre de l'Excellence Kangoudia avait dit que les fonds étaient orientés essentiellement vers l'organisation des élections. Donc, il est absurde, sans preuve, sans insinuation objective, de croire que M. Kamere avait perçu des fonds en rétrocession ou, je ne sais pas, en participation avec la société Samibo. Nullement, je dis nullement, dans l'œuvre du premier juge, il a été dit de manière claire, en présentation d'un document SWIFT, en préservation d'une preuve en virement, en présentation de tout autre moyen pouvant justifier d'un paiement en rétrocession que M. Kamere avait perçu les fonds. Rien du tout. Le premier juge était dans l'impossibilité de vous dire, de dire ici que tel montant, sous cette circonstance, sous telle approche, avait été donné à M. Vital Kamerhe. Il a fait une couture de fait. Et pour asseoir sa logique, il devrait passer par M. Djamal, personne inconnue de M. Kamerhe, pour créer un lien en participation criminelle qui n'a été nullement prouvé pour dire qu'il y avait détournement. Donc nous disons que cette approche, sauf si, par devers vous ici, le ministère public, parti principal ici, peut de manière claire nous dire quel est le montant réel perçu par M. Kamere à la suite de cet décaissement par les trésors publics. Donc, revenant à cette façon de détournement, avec insinuation de participation criminelle en violation flagrante des articles 21 et 23 du Code pénal congolais livre 1, nous disons qu'il y a absence totale de preuves. Aucune preuve. Il dit aucune preuve. On n'a jamais, même par les documents les plus mauvais, prouvé ici que M. Kamere avait perçu des fonds. Il dit jamais. C'est comme ça que je vous disais que c'est une vérité mensongère. En fait, c'est un mensonge contenu dans un document qui est authentique et qui devient une vérité. En fait, ce jugement, c'est une mauvaise foi documentée. C'est une forme d'une combinaison et de l'ignorance des approches juridiques et de la mauvaise foi combinée à un seul document qu'on appelle jugement, rendu sous RP 26-931. Donc, avec votre approche et sous cette instruction, sans peur d'être contredit, si on peut nous dire de manière claire quel est le montant perçu par Kamere et la preuve y afférente. Ça c'est de un. De deux, dans l'absurdité définitionnelle telle que dictée ici de manière arbitraire par le premier juge, qu'on puisse ici nous dire qu'est-ce qu'on entend par une personne chargée d'un service public. La partie civile a tenté de pouvoir donner des insinuations non conformes, généralement des approches générales, pour faire croire qu'un gérant d'une société privée est une personne chargée d'un service public. Sans même attendre la plaidoirie, je vais vous faire lire
une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit clairement que les gérants d'une société par action à responsabilité limitée ne peut être nullement considéré comme une personne chargée d'un service public pour la simple raison qu'il est sous les contrôles de la direction de l'entreprise pour laquelle il représente des intérêts. Oui, monsieur le président. Oui. Merci, monsieur le Premier Président. Vital Kamerhe peut être, dans certaines circonstances, considéré comme un agent public. Mais ça n'a rien à voir avec l'établissement de cette infraction. Voilà. Voilà. Mais en lisant l'œuvre du premier juge, j'aimerais préciser, monsieur le Premier Président, à la page 28, le premier juge fait une couture des faits. C'est comme ça que j'ai précisé. Il est certes agent public, mais la couture faite par le premier juge, c'est une couture désordonnée. Une ambiguïté définitionnelle qui peut distraire l'auditoire qui nous suit ici, si on devait la valider. C'est comme ça que je disais, si vous me permettez de lire cette jurisprudence à votre intention. Je peux la voir. Vous l'avez? Oui, je vais juste 30 secondes. Je retrouve la jurisprudence. Monsieur le Premier Président, je peux lire. La qualité des fonctionnaires ou des personnes chargées d'un service public est un élément essentiel pour justifier l'application de l'article 145 du Code pénal. N'a pas cette qualité, les gérants de la succursale de la banque commerciale zaïroise, banque privée, qui effectue certaines opérations au nom et pour le compte de la Banque du Zaïre, en vertu d'une convention de gérance, dès lors que ce gérant est resté soumis à son statut originaire d'un agent au service d'une société commerciale par action à responsabilité limitée, ayant conservé son autorité et sa direction sur son agent. Vous m'excuserez, je lis lentement puisque c'est par téléphone. Elle a donc violé la disposition légale de l'article 145 du Code pénal et partant en cours cassation totale la décision qui, sans s'expliquer suffisamment sur ces points, a reconnu au demandeur en cassation prévenu la qualité des personnes chargées d'un service public, alors que celui-ci était gérant d'une succursale de la banque commerciale zaïroise. Cour suprême de justice, RP 271 du 27 juin 1979, affaire Tipa Makalunga contre le ministère public, bulletin d'arrêt de la Cour suprême de justice, année 1979, année d'édition 1984, page 136 à 139. C'est la Cour de cassation, la Cour suprême, actuellement Cour de cassation, une jurisprudence claire, sans équivoque, qui dit que un gérant d'une société par action à responsabilité limitée
ne peut nullement être considéré comme une personne chargée d'un service public. Donc, l'approche erronée du premier juge est inadmissible. Ça, c'est de un. On ne s'en contente pas. Puisque là, il fallait faire une couture de fait pour faire croire aux gens que, comme Jamal, M. Djamal, le gérant, est assimilé à un agent public, comme l'instruction venait de M. Kamere, en ça qu'il était le directeur de cabinet, il y a eu participation criminelle, d'où détournement. C'était un syllogisme erroné. Les prémices étant fausses, la conclusion est invalide. Il n'y a pas de détournement, puisqu'il y a eu absence totale de motivation. Vous pouvez les lire dans ce jugement qui est bien clair, partant de la page 27, 28, 29, 30 et suivant. Oui. L'instruction, c'était une instruction venant de la conséquence de ces projets 100 jours. Mais nullement dans les décaissements des fonds. M. Kamere est passé à la Banque centrale ou, je ne sais pas, dans n'importe quelle banque pour instruire. Oui. Monsieur Jamal, est-ce que cette sortie de fonds ont été véhiculés ou bien ont été remis à M. Jamal sur instruction du directeur du cabinet du chef de l'État, M. Kamere? Nullement. Nullement. L'instruction venait de M. Kamere pour que l'argent parte de la Banque centrale vers les comptes de M. Sami Jamal. Il dit nullement. Et je vais laisser le confrère compléter là-dessus. En tant que directeur de cabinet, parce qu'ici l'on parle instruction, mais il faut savoir, d'abord il faut prouver qu'il avait donné des instructions, n'est-ce pas? Et même dans l'hypothèse extraordinaire où l'on viendrait à admettre qu'il en, au regard de ses attributions telles qu'elles ressortent de cette ordonnance numéro 09/03 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République. Je vous invite, Monsieur le Président, à considérer attentivement l'article 2 de cette ordonnance. Au point 4, il est dit: à cette fin, il est notamment chargé, le directeur de cabinet, de suivre l'activité du Parlement, de suivre l'activité gouvernementale. C'était dans le cadre de ses attributions. Lorsque vous allez à l'article 5, il y est indiqué ce qui suit: que le directeur de cabinet assure la direction, l'organisation, la coordination et la surveillance de l'ensemble du cabinet. Il ordonne les dépenses du cabinet et surveille la comptabilité. Il assure, c'est là que c'est important, M. le Président, il assure la liaison entre le cabinet et toutes les institutions de la République. Il assure la liaison entre le cabinet et toutes les institutions de la République. Ça veut dire que si dans le cadre du dossier 100 jours, notre client, M. Kamere, a eu à suivre l'évolution de ce dossier, il était au fait au premier chef. C'est lui qui devait suivre ça. C'était un projet du chef de l'État. C'était tout à fait normal qu'au regard de ses attributions, qu'il puisse suivre l'évolution de ce dossier-là. Donc, nous disons en substance que tout ce que M. Kamere a eu à poser comme acte dans le cadre de ce dossier, il a eu à le faire en conformité absolue avec ses attributions. Mais je soutiens ce que Maître Bouloussi a dit tout à l'heure, que
le président, j'allais dire, M. Vital Kamerhe, n'est-ce pas, n'étant pas autorité adjudicatrice de marché, il n'est nullement intervenu, n'est-ce pas, dans l'attribution de marché ou dans la sortie de fonds. Lorsque vous lisez le jugement, il y en a des témoins qui ont reconnu que j'ai sorti l'argent. C'est ça l'évidence. Il a sorti l'argent, mais quand il ajoute sur instruction, c'est à lui de prouver cela. C'est à lui de prouver cela. Donc c'était important, Monsieur le Président, que précision soit faite pour écarter une version que nous avons entendue au premier degré où on voulait faire accroire, je ne dis pas croire, faire accroire, c'est-à-dire faire croire ce qui est mensonger, ce qui est comprouvé, qu'il aurait été l'auteur intellectuel. Il n'en est rien du tout. D'accord, vous devez savoir à tout le moins. Le programme d'urgence de 100 jours, est-ce qu'était-il, M. Kamerhe, le prévenu Kamerhe, est-ce qu'il était superviseur du programme d'urgence de 100 jours dans la République? La réponse à cette question conforte ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il en était superviseur et à ce titre-là, il pouvait suivre. Nous connaissons le rôle d'un superviseur. Et en suivant l'évolution de ce dossier-là, nous l'avons vu même sur le terrain. Parce que quand on parle projet 100 jours, il n'y a pas que des maisons préfabriquées. Nous l'avons vu circuler, suivre l'évolution des sauts de moutons, etc. Donc ça rentre non seulement dans le cadre de ses attributions en tant que directeur de cabinet, mais en tant que superviseur. On ne va pas lui méconnaître, n'est-ce pas, le droit de jouer son rôle comme il se doit. Et il a toujours fait de manière licite et il est resté dans les limites qui lui ont été circonscrites par ses fonctions. Et sur cette liste, il n'y avait pas que Kamerhe. Niembo Mbuja, Getin Tiaka Panupanu, Olivier Mondonge Bogado, Henri Yav, Thomas Loaka, Pierre Kangoudia Mbaye, Deogracias Mutombo, considéré comme, ici comme superviseur. Donc j'ai rejoint l'argument de Maître Njoli, soutenant que c'était par cette ordonnance, partant de cette ordonnance présidentielle, que un bon nombre de personnalités ont vu leur nom figurer dans cette ordonnance comme superviseurs. Donc cette approche n'a pas d'incidence sur... Superviseur de 100 jours, est-ce que ce programme a abouti par rapport, n'est-ce pas, au fonds décaissé? Auguste court que ce contrat court encore jusqu'à ce jour. Le contrat court, mais notre client n'est plus aux affaires. Donc il ne sait pas en dire plus à ce stade-ci. Parce que le projet... Pour le temps qu'il était superviseur. Pour le temps qu'il était superviseur, il y a eu... Comment? Le projet était en cours d'exécution, n'est-ce pas? Encore que c'est une question à laquelle M. Jamal pourrait répondre avec aisance. Mais nous disons qu'il y avait des signaux. Mais on n'avait pas encore évalué. Okay. Alors qu'en vertu du contrat, n'est-ce pas, on aurait dû évaluer pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais le contrat lui-même ne précise pas, ne fixe pas de date, ne fixe pas de terme. Donc jusqu'à ce jour, ce contrat est en train de courir, il n'est pas résilié. Mais, Monsieur le Président, j'ai une Vital Kamerhe de détournement en participation criminelle avec M. Jamal. C'est comme ça que nous sommes plus intéressés à entendre du ministère public ici, de lui quel est le montant détourné en participation criminelle avec M. Jamal. La supervision de ces marchés, de ces projets, on vous a dit ici qu'il y avait un bon nombre de personnalités, parmi lesquelles M. Vital Kamerhe. Ok, maître, nous sommes M. Jamal, que reconnaît les fonds qui ont été versés dans son compte. Merci, M. le Président, de la question. M. Samy Jamal, ici, prenant parole à travers nous, vous dit qu'il n'a pas reçu des fonds directement dans son compte venant du Trésor public.
mais plutôt il y a eu un contrat signé entre la République et la société Samibo. Ça, une société privée du droit congolais. Et lui n'a posé les actes qu'en tant que gérant de cette société, mais il n'a jamais reçu de fonds du trésor public vers son compte en tant que M. Samy Diamane. Donc vous reconnaissez que les fonds ont été versés dans le compte de Samibo, qui est l'entreprise bien de M. Diamane. Nous disons qu'il y a eu un contrat entre l'État congolais et la société Samibo, et au travers de ce contrat, les deux parties avaient leurs obligations. L'obligation de l'État était de payer le prix tel que fixé par la société Samibo de maisons préfabriquées. Et l'exécution a été faite par l'État congolais et la partie Samibo avait commencé l'exécution de sa part de marché, conformément aux clauses contractuelles. M. Vital Kamerhe était devenu un puissant qui avait paralysé tout un gouvernement et que de lui-même décidait de la sortie ou non de vent en sa qualité entre guillemets de superviseur. Le gouvernement n'était nullement paralysé. Chaque ministre sectoriel posait les actes, engageait leurs responsabilités en tant que patron du secteur et les dépenses suivaient la procédure normale. Mais ce qui nous écœure en fait, c'est par rapport aux éléments constitutifs. L'acte incriminé, comme on appelle en droit la dissipation des fonds, la distraction des fonds. C'est là où Vital Kamerhe se pose la question, Monsieur le Président. En quoi est-ce qu'il a été, dans un moment, détenteur précaire des fonds? Par quel acte il a eu à dissiper la destination des fonds ou l'avoir distrait? Je me rappelle au premier degré, Monsieur le Premier Président, personnel, le juge Yali, dans sa peau de juge indépendant impartial, posa la question à M. Jamal: confirmez-vous avoir reçu la totalité des fonds? La réponse est toujours la même au second degré. M. Jamal, en tant que gérant de la société Samibo, a accepté. Nous avons reçu la totalité des fonds. À partir de là, M. le Président, la messe était dite. L'on devait écarter M. Vital Kamerhe du débat et le contrat, la bataille judiciaire, s'il y a défaut d'exécution ou pas, devait être entre la République et son co-contractant qui est la société Samibo. D'autant plus que le contrat aussi prévoit les modalités. Mais là où ça fâche, M. le Président, et tout amoureux du droit comme vous et nous ne peut pas passer ça sous silence. À défaut de prouver l'élément moral et matériel dans le chef de Vital Kamerhe, le premier juge s'est trouvé un raccourci en mettant sur la tête de Jamal la qualité d'un agent chargé de service public pour asseoir l'infraction, le détournement et faire de notre client co-auteur de cette présumée infraction. En quoi les articles, Monsieur le Président, il faut l'enlever sur une personne chargée d'un service public, c'est une personne à qui on délègue par une personne morale de droit public une partie de sa compétence de service public. Et dans ce cas, Monsieur le Président, cette personne appelée délégataire, oui, je finis juste sur ça, Monsieur le Président, cette personne appelée délégataire a en charge le service public qui lui a été cédé par la personne morale de droit public et est rémunérée sur le fruit d'exploitation de ce service public. C'est ça une personne chargée d'un service public. Comment le juge, puisque ça nous atteint nous, en collant cette étiquette à Jamal, il nous a atteint malencontreusement. Comment on peut expliquer qu'un gérant d'une société privée, sur base d'un contrat signé en bonne et due forme avec la République pour les prestations de services, a été miraculeusement transformé en une personne de service public? Nous attendons que votre Cour puisse poser cette question pour que nous puissions en débattre ici, Monsieur le Président. Donc vous comprenez que être superviseur ne signifie pas s'arroger tout le pouvoir. Il y avait un gouvernement qui était en place. Chaque ministre reprend de sa responsabilité. Budget, finances, banque centrale. Chacun est maître de son secteur et un directeur de cabinet. Vous avez lu les prérogatives du directeur de cabinet. N'est nullement autorité hiérarchique d'un ministre. Nous avons dit, Monsieur le Président. Mais nous allons ça. La Cour attend la réaction de chaque prévenu par rapport à ça. Vous avez soulevé les griefs contre la décision, maintenant par rapport aux charges. On attend les développements de cette manière. Nous n'allons pas reprendre l'espace ce qui a déjà été fait. Nous avons les archives par rapport à ça. Vous avez estimé que le premier juge, n'est-ce pas, il y a un mal jugé. Et les griefs, vous les avez soulevés.
Maintenant, par rapport à ce charge, n'est-ce pas, et aux greffes soulevées, nous attendons, n'est-ce pas, de votre rapport. Les différents greffes que vous avez soulevés. Ouais. Je disais que lorsque vous conseillez l'acte d'accusation, vous y disiez que le prévenu Caméré, à son compte ou à sa charge, il est mis l'infraction de détournement de deniers publics, mais on dit comme auteur, comme co-auteur. Et on précise le mode de participation. On dit comme co-auteur par coopération directe. Monsieur le Président, le premier juge, parce qu'on parle de lui, mais à initiation, on parle du ministère public, n'a pas démontré à suffisante preuve, n'est-ce pas, l'existence de cette coopération. Monsieur le Président, la coopération, il faut l'entendre au sens prosaïque, ou trivial, hein, comme on dit à Kilissi, de Salicop. Voilà, moi j'ai fait ceci, toi tu vas détourner, tu vas utiliser mon compte pour que l'argent passe par ton compte et après on va détourner. Et l'exemple le plus compréhensible est donné par le professeur Nyabirou. Quand il dit lorsqu'on parle de coopération directe, il donne l'exemple de quelqu'un qui est en train d'égorger une personne et le coauteur maîtrise, n'est-ce pas, la victime. C'est ça la coactivité. Ce n'est pas dans de verbigération, dans de suppositions. Voyez-vous? Donc, notre préoccupation ici, c'est que on n'a pas réussi à prouver l'acte par lequel notre client aurait coopéré à la perpétration de l'infraction mise à son compte. C'est pourquoi tout à l'heure, Monsieur le Président, nous savons que vous avez la police de débat. Mais nous ne voudrions pas, nous proposons que l'on ne verse pas dans ce que nous considérons comme les erreurs du premier degré, où on déplace les débats, parce qu'ici la participation, c'est par rapport à l'élément matériel, l'élément des détournements. Quel est le montant que M. Vital Caméré aurait détourné? Est-ce que M. Sami Jamal, qui reconnaît avoir tout perçu, il n'a pas dit je n'ai perçu qu'une partie, il a reconnu avoir tout perçu. Dans quelle mesure, dans quelles conditions, M. Vital Caméré a coopéré? Monsieur le Président, je vous rappelle ici que l'article 17 de la Constitution pose le principe selon lequel toute personne présumée, accusée d'une infraction, est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Les corollaires, c'est quoi? Les doctrinaires disent que le corollaire, c'est que le prévenu n'a pas approuvé son innocence. Il appartient au ministère public en vertu du principe, celui qui allègue le fait, n'est-ce pas, doit en apporter la preuve, de pouvoir nous dire, nous pouvons garder silence ici. Ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'il y a instruction, même quand nous allons au parquet, Monsieur le Président, l'impression que ça donne, c'est qu'on est comme dans la présomption de culpabilité. Alors que c'est le ministère public qui aurait dû être acculé. Vous avez dit ici qu'il y a coactivité. Dans quelle mesure et de quelle manière? Voilà le point d'ancrage. M. Caméré n'avait jamais reçu de fonds et partant, il ne les a pas distraits. C'est une absurdité, c'est une ineptie que de dire quelqu'un qui n'a pas reçu l'argent l'a détourné. Qu'est-ce qu'il a détourné? La personne qui a reçu l'argent reconnaît, la société Samibo dit « moi j'ai perçu l'argent ». Mais nous demeurons sur notre soif. Que l'on nous dise, l'organe de la loi est là. Que l'organe de la loi nous dise, non pas les histoires des contrats, etc. L'acte matériel de détournement, c'est détournement de deniers publics, c'est la dissipation. C'est l'utilisation de fonds mis à votre disposition à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés. Que l'on nous dise par rapport à cet élément matériel, de quelle manière, dans quelle mesure et de quelle manière
notre client aurait participé. Et c'est ça l'élément le plus important. Quant au reste, nous avons dit, Monsieur le Président, que nous avons le rabâché, autant que faire se pourra, que tout ce qu'il a posé comme acte, ça l'était dans le cadre de ses attributions. Mais qu'on ne déplace pas le débat, nous sommes dans l'expectative de la réponse du ministère public par rapport à cela. Quelle est la mesure? Qu'est-ce que nous avons eu à détourner? Ça, c'est très important. C'est quel montant? Et Monsieur le Président, le principe de la présomption d'innocence, c'est un peu comme Voltaire le disait, veut que Monsieur le Président, quand il y a doute, que le doute profite au prévenu. On ne va pas procéder à ce qu'on a dit ici, des raccourcis, des raccommodages, des faits. Il faut que l'on dise avec précision. S'il n'y a pas de précision, si l'acte de participation n'est pas démontré, parce que si on parle de la participation criminelle, il s'ensuit qu'il y a un doute qui doit légitimement justifier l'acquittement. Parce qu'il est dit, autant renvoyer libre un coupable que d'envoyer en prison un innocent. Voilà. Merci, Monsieur le Président, de la parole nous accorder. C'est comme nous l'avons dit dans l'exposé de grief retenu contre l'œuvre du premier juge. M. Samy Diamal a été condamné du chef de l'infraction du détournement des deniers publics. Ensemble, en participation criminelle avec le prévenu Kamer. Vous avez suivi la ligne de défense de M. Kamer, M. le Président. L'élément fondamental, il faudrait qu'on revienne sur ces notions parce que c'est très important et tout part de là. L'élément fondamental dans l'incrimination du détournement des deniers publics, c'est la qualité de l'auteur de cette infraction. On peut y revenir jusqu'à demain, mais il faut qu'on le fasse pour les besoins de la cause. C'est la qualité du délinquant ou de la personne poursuivie. Ici, nous disons ceci, que Samy Diamal, de un, n'a jamais reçu directement du trésor public une quelconque somme d'argent. Mais plutôt l'État congolais a signé le contrat avec la société Samibo, SAM, une société privée. Et Samy Diamal a posé les actes de société qui sont sous la censure de l'Assemblée générale, conformément aux règles statutaires. Monsieur le Président, veuillez demander aux avocats de la partie civile d'éviter des réactions un peu épidermiques, sèches dans tous les sens. Ça nous déconcentre. Nous avons reproché ces choses lorsqu'on présentait les guerres, mais là encore on est dérangé actuel qui requiert une concentration. Parce qu'il en va de la liberté de notre client et de son séjour même sur les sols congolais. Donc nous disons ceci, que la qualité de l'agent est un élément primordial, un élément essentiel de la commission de l'infraction du détournement. M. Samy Diamal n'a jamais reçu directement les fonds de l'État. Lorsque vous lisez l'acte d'accusation, même la citation a prévenu, c'est clairement repris en l'espèce avoir tout ça, détourner la somme de 48 millions quelqu'un, qui était remise à la société Samibo. Ça c'est dans l'acte d'accusation. Les fonds étaient remis à la société Samibo dans son compte. Et donc les actes que pose M. Samy Diamal, ce sont les actes de société conformément à l'article 328 de la loi de l'acte uniforme portant relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Et aucunement on ne peut lui revêtir de la qualité de l'agent ou d'une personne chargée d'un service public. Donc par rapport à cette prévention, l'élément fondamental fait défaut. Voilà pourquoi nous avons reproché au premier juge une motivation inadéquate, erronée, qui ne cadre pas avec la qualité que nous avons en réalité. Et on vous a donné la jurisprudence, je vais faire de cette jurisprudence nôtre parce qu'en réalité ça nous concerne. Mais le prévenu Kamer l'a fait parce qu'on nous poursuit en participation criminelle. Il a fait la lecture de cette jurisprudence. On ne peut pas. Nous sommes une société privée et nous on n'est que gérants. Nous sommes que gérants.
les infractions mises à charge de Vital Kamere et le prévenu, les prévenus Moïma Ndolé Jano. Les premiers juges les a condamnés, a dit établi en fait comme en droit à leur charge l'infraction de détournement de deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 $, et les a condamnés chacun à 2 ans de travaux forcés et a prononcé en outre pour tous les deux l'infraction pour 5 ans après l'expiration de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. Oui. En rapport avec les griefs que vous relevez à ce sujet, la Cour vous accorde la parole pour pouvoir les expliciter. Les griefs que vous opposez au premier juge en rapport avec ces charges mises à l'endroit de vos clients. Merci, monsieur le président. C'est pratiquement la même réponse qu'avec Jamal. D'ailleurs, je vais vous faire lire les procès verbal d'audience du 3 juin 2020. Une question a été posée par le tribunal de grande instance à M. Mouyima. Je peux vous lire la question. Reconnaissez-vous avoir reçu la somme de 1 154 800 $? Oui, je le reconnais. La réponse est claire et nette. Nullement, en lisant l'œuvre du premier juge, celui-ci a démontré en quoi il y a eu participation criminelle ou fin de détournement. Il dit nullement. Aucune preuve tangible, aucune palpabilité matérielle en rétrocession, en Swift, en virement vers le compte de Kamere, rien du tout. Il y a eu absence totale de motivation par le premier juge. Il fait de la couture des faits partant d'un ordre de mission signé par M. Kamere dans le cadre de ses attributions en tant que directeur de cabinet, et curieusement il conclut à une participation criminelle aux fins de détournement. Et ça, c'est une aberration d'appréciation. Nous disons, sans vous perdre du temps, que le premier juge a violé les prescrits des articles 21 et 23 pour asseoir la participation criminelle, a violé l'article 145, puisque les éléments qui imposent l'établissement de l'infraction de détournement n'ont pas été réunis. Donc, aucune preuve, le ministère public est là, je le mets au défi par devers vous, il ne saura pas ici vous donner un seul document prouvant que les 1 million perçus par M. Mouyima a été rétrocédé en partie, en moitié, à un quart à M. Vital Kamere. Il dit rien du tout. Je préfère que le ministère public vous donne la moindre preuve, puisque Mouyima reconnaît avoir perçu les fonds et les a justifiés. Ce n'est pas Kamere. Nous avons dit. Qui développe. C'est comme ça que nous accordons la parole maintenant à la partie civile, en rapport avec ce qui vient d'être développé tout à l'heure par la partie prévenue. Le détournement de 1 million, le détournement par M. Jano Mouyima et le prévenu Mouyima et Kamere. Lorsque le premier juge examine chaque prévention et que, à ce qui concerne ces préventions-là, que le premier juge commence d'abord par dire examen en ce qui concerne la participation criminelle. Impression que nous sommes toujours dans les motifs d'appel. Parce que lorsque le ministère public pose la question,
en ce qui concerne la prévention, et qu'on donne la parole aux prévenus, les prévenus reviennent sur les mêmes choses. Ils vous disent, le juge n'a pas déterminé. Mais lorsque le juge dit, dans la décision, par exemple, en ce qui concerne ces marchés qui comportent des exonérations, et que vous êtes l'autorité administrative suprême de la boîte, vous savez que le premier juge l'a si bien développé dans son œuvre. Vous savez que ces marchés-là ont bénéficié des exonérations. Et que vous posez des actes. Parce que la participation criminelle, lorsqu'on vous considère tous comme co-auteurs, cela ne voudrait pas dire que nécessairement vous vous êtes tous présentés devant les comptables pour retirer les fonds. Mais il y a des actes préalables sans lesquels ces fonds ne seraient pas sortis. C'est ça. Donc, si ces actes n'étaient pas posés, si ces ordres de mission n'étaient pas signés, cet argent ne serait pas sorti. Ça, c'est indéniable. Qui peut nous le contredire? L'argent ne serait pas sorti. Voilà comment, ni étaient ces actes-là, cet argent ne serait pas sorti. Alors, mais c'est ce que les juges développent. Et ils démontrent à suffisance que si tel n'avait pas posé tel acte, cet argent ne serait pas sorti. Donc il ne faut pas dire, je comprends les prévenus lorsqu'il vous dit, non, on a posé la question à Mouima, Mouima a reconnu, il dit j'ai retiré l'argent et il a apporté des justifications. Non. Donc en ce qui concerne, il faut toujours prendre, Monsieur le Président, chaque prévention dans son contexte. Donc même si les fonds ont été retirés physiquement par Mouima, mais il était porteur de certains actes sans lesquels ces fonds ne seraient pas sortis. Monsieur le Président, est-on en train de vous dire ici? Ça, c'est hallucinant. Non, Monsieur le Président, je pense que, bon, quand vous lui donnez la parole, la partie civile va toujours chercher à parler. Mais cet argument-là ne tient pas. Hein, qu'on dise que non, c'est sur base d'un ordre de mission que les fonds sont déguisés. Les blancs m'entendent. De répondre à cela, Monsieur le Président, et non notre client. C'est une précision de taille. Monsieur le Président, aussi, hein, je pense que tous ces témoins qui disent non, nous avons reçu les instructions, les ordres, ils ne peuvent pas être écoutés. Juridiquement, on ne peut pas les écouter. Parce que notre Constitution consacre le principe selon lequel on ne peut pas exécuter un ordre manifestement illégal. Vous voyez qu'il y a seulement l'intention de vouloir trouver quelqu'un au pilori, comme on dit. Mais vous venez dire, non, moi, ministre, j'avais reçu les instructions, encore que vous ne le prouvez pas, on m'avait téléphoné. Tout ça, c'est léger, c'est facile. Qui est épris des règles de bonne gouvernance. À l'époque des faits, une lettre du 11 mars 2019, écrite au directeur général de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Copie réservée au Premier ministre, ministre d'État, ministre du Budget, les directeurs généraux des offices de route, voirie, et le directeur de l'autorité de régulation des marchés publics. C'est le directeur de cabinet qui écrit, concerne procédure d'urgence de passation de marché. Monsieur le directeur général, d'ordre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous êtes instruit d'accorder le bénéfice de l'urgence à toute demande d'autorisation de passation de marché par la procédure de gré à gré qui pourrait être sollicitée par les structures de l'État dans le cadre de l'exécution des projets. C'est le paragraphe suivant qui est intéressant. Il est par ailleurs recommandé à ces structures, donc à tous les employeurs, tous les ministres concernés, qui nous lisent en copie, de présenter des dossiers conformes aux exigences de la loi. Et il chute en disant, cette instruction est de stricte observance. Donc, à partir de cette lettre, Monsieur le Président, vous comprenez que aucun ministre, aucun responsable ne peut dire que nous avons reçu des instructions. Les instructions sont là. L'observance de la loi, elle est de stricte observance. Voilà le schéma, voilà la philosophie des projets 100 jours. Urgent, mais on ne viole pas la loi. Mouima n'était pas obligé d'obtempérer à un ordre manifestement illégal. C'est ce qu'ils vous disent. Non, mais nous sommes devant la cour. Il faut solliciter la parole, c'est comme nous le faisons. C'est même le contenu de cette lettre. Nous avons dit à toutes les autorités qu'il faut vous conformer à la loi.
Donc s'ils n'ont pas obtempéré à la loi, ce n'est pas mon affaire. Mais vous pensez que, M. Mouhima, je n'ai pas parlé que de l'acte de l'ordre de mission. Et le juge, le premier juge aussi ne parle pas que de l'ordre de mission. Le premier juge dit qu'il y a un certain nombre d'actes sans lesquels... Mais ils ne vont pas nous dire que, parce que vous êtes à la présidence, un certain Mouhima qui s'occupe de la logistique peut aller chez le comptable, prendre de l'argent et tout, sans qu'au préalable certains actes soient signés par l'autorité administrative suprême. Mais c'est ça le rôle. C'est comme ça qu'ils vous disent qu'est-ce que Mouhima a été obligé d'obtempérer à un ordre manifestement illégal. Voilà. Mais si Mouhima n'était pas obligé d'obtempérer à un ordre manifestement illégal, vous n'étiez pas aussi obligé de prendre un ordre illégal. C'est le revers de la médaille. Donc, voilà le rôle de chacun des prévenus. Et c'est comme ça que le premier juge, dans sa sagesse, il démontre ce que chacun a pu poser comme acte. Donc, nous résumons que sans ces actes-là, on ne pouvait pas parler de sortie des fouilles. Reprend à Beauvau, comme si nous étions devant les premiers... Non, pas à l'intention de la Cour, mais à l'intention de la partie prévenue qui donne l'impression. Nous sommes en train de critiquer l'œuvre du premier juge. Toutes les fois, la Cour rappelle aux partis, n'est-ce pas, de rappeler les griefs qu'ils ont élevés devant, en rapport avec la décision du premier juge. C'est cela. On n'est pas sorti, n'est-ce pas, de... C'est ce que je l'avais dit, monsieur le Premier Président. On n'est pas sorti de notre circonscription. La partie civile. Ici, nous avons demandé qu'on nous donne la palpabilité en preuve du détournement de la participation criminelle. C'est ce que nous demandons. En rien, par des verbes, on a déposé un document prouvant d'une participation criminelle. Il dit en rien. On vous parle d'un ordre de mission. En quoi un ordre de mission peut, par des verbes aussi, démontrer que les 1 million perçus, quelques perçus par Mouhima, avaient atterri dans les comptes de M. Vital Kamerhe. Donc on ne s'écarte pas du débat, qu'on reste dans l'approche constitutive de l'infraction de détournement qui a eu par approche du premier juge la participation criminelle. Lors de l'émission, il y a bien d'autres actes. Quels sont ces actes? Nous avons notre pièce ici qui veut compétir avec leur pièce. Qui nous présente ces pièces-là? Alors, nous, Monsieur le Président, lorsque vous évoquez le jugement, je suppose que la République a ce jugement sous ses yeux, qu'il indique le feuillet. Et puis, au-delà de l'indication du feuillet dont il est question, qu'il produise les documents dont il fait état. Donc, on n'est pas dans des conjectures ici, dans des suppositions. Voilà. Seul son nombre de deux, la Cour vous accorde la parole pour pouvoir l'exposer. Une fois de plus, nous vous disons qu'en de faire reprocher au prévenu Sami Jamal. Celui-ci est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux de temps, frauduleusement transféré au Liban de fonds, notamment plus de 10 millions de dollars américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Et nous avons dit que ces faits sont prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Il lui est également poursuivi pour avoir
toujours dans les mêmes circonstances, des lieux de temps, intentionnellement opéré le transfert de plus de 10 millions au Liban dans le but de dissimuler les détournements de deniers publics commis au préjudice du trésor public. Fait également prévu et puni par les articles 1.1 et 34 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Toujours à charge du même prévenu, il lui est reproché d'avoir, et dans les mêmes circonstances des lieux, mais cette fois-ci, le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana à M. Kamere Loakaningini Vital, et directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précité, une partie de sa concession mesurant 50 000 mètres fois 100 mètres située sur la baie d'Ngaliema au quartier Masoko dans la commune de Ngaliema, ici même à Kinshasa, en vue de gagner au nom des sociétés Samibos SARL et Ousmane SARL les marchés publics de construction de 1500 et 30 000 maisons préfabriquées évoquées ci-haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et de seuil fixée par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ce fait sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéa 1 et 2, point 2a du Code pénal, livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Il lui est encore poursuivi, reproché plutôt, pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Loakaningiri Vital, beau-père de la précité, une concession mesurant 70 mètres x 100 mètres située sur la baie de Ngaliema au quartier Basoko, dans la commune de Ngaliema, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo et Ousmane les marchés publics de construction de 1500 et 30 000 maisons préfabriquées en violation de la procédure d'appel d'offres et de seuil fixé par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, le prévenu Sami Jamal a été déféré devant votre cour. Nous avons dit. Pour la première, à une amende de 20 millions de dollars, et pour la seconde, à 10 ans de service public principal et une amende de 20 millions de dollars. Le premier juge a aussi établi en fait comme endroit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et l'a condamné en conséquence à une servitude pénale de 5 ans et une amende de 1 million de francs constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Le premier juge a dit également établi en fait comme endroit la prévention de corruption à charge du prévenu Kamere Loakaningini Vital et le condamne à une servitude pénale de 15 ans et une amende de 1 million de francs constants et une servitude pénale de 6 mois. Le premier juge a dit ceci, que les deux infractions de blanchissement des capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal et par conséquent a prononcé une peine unique. La peine unique est la plus forte de 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 000 francs, 20 000 dollars. En rapport avec l'acte d'accusation ainsi que la décision du premier juge, en quoi est-ce que vous avez porté les greffes contre ces décisions? La Cour vous accorde la parole pour les expliciter. De cette infraction suppose établissement d'une infraction préalable, pour ne pas dire originelle. Or, au regard de ce qui vient d'être développé supra, l'infraction de détournement n'étant pas établie dans les chefs du prévenu que nous représentons, par conséquent, l'infraction de blanchiment d'argent ne pouvait pas exister. Au-delà de cela,
Monsieur le Premier Président, nulle part dans les dossiers, nous avons parcouru de fond à comble toutes les papérasses sous nos yeux. Nulle part nous avons vu une preuve constatant que les fonds transférés, entre guillemets, dépassant la limite ou le seuil légal, et que ces fonds ont été transférés par des circuits informels. Et généralement, lorsque les fonds transfèrent par les circuits informels, ces fonds doivent être saisis. Et une fois saisis, le porteur des fonds doit être auditionné par la police des services de migration et puis établir, cette dernière va établir à cet effet un PV de saisie des fonds qui va constater que ces fonds ont été saisis. Mais dans les cas d'espèce, cet aspect des choses avait échappé au juge du premier degré. Nous avons dit. Sur abondamment, en vertu du principe, nous le créons, nous la pouvons assigner. Par rapport à l'infraction de blanchiment de capitaux, l'élément préalable, mieux, l'élément constitutif préalable de cette infraction, c'est l'existence, comme l'a dit le confrère, l'existence d'une infraction d'origine. L'existence d'une infraction d'origine. Notre client, M. Sami Diamal, d'avoir transféré une somme d'argent qui dépasse le seuil légal, notamment 10 000 $. Le premier juge dans son œuvre, M. le Président, est imprécis. Il est imprécis à ce qu'il vous dit que M. Diamal aurait transféré excusez, plus de 10 millions de $. Plus de 10 millions de $. Donc lui-même ne connaît pas le montant exact qui a été transféré. Pourquoi il ne connaît pas les montants? Parce qu'effectivement, il n'y a jamais eu transfert illégal. Il n'y a jamais eu transfert, c'est pourquoi il ne connaît pas le vrai montant. Et aussi, il argue, il soutient, il opine en disant que cet argent-là aurait une source délictueuse, notamment les détournements. Nous vous avons démontré que l'infraction du détournement, c'est une infraction qui a des éléments constitutifs, 5 au total, mais dont le premier élément fondamental, c'est la qualité de l'argent. Nous avons démontré ici que M. Sami Diamal, gérant de la société Samibo, n'a pas la qualité d'argent. Et donc l'existence de l'infraction d'origine qui doit justifier l'existence ou la commission de l'infraction de blanchiment des capitaux fait défaut. En des termes simples, c'est ça. Cet élément constitutif préalable fait défaut. Il n'y a jamais eu l'infraction d'origine qui puisse justifier la commission de l'infraction de blanchiment des capitaux. Et donc, on ne peut pas asseoir son raisonnement, on ne peut pas asseoir sa conviction en détruisant les éléments constitutifs d'une infraction. À partir du moment où les éléments sont inexistants, la suite allait être déclarer l'infraction non établie en fait comme en droit parce que les éléments constitutifs ne sont pas réunis. Et je vous rappelle, Monsieur le Premier Président, que ces éléments constitutifs de l'infraction sont cumulatifs. Ils sont cumulatifs. Si l'un fait défaut, l'analyse même des autres, et j'aime souvent la formule du ministère public lorsqu'il prend parole pour analyser les éléments constitutifs, dès que l'un fait défaut, il vous dit l'analyse des autres éléments devient superfétatoire. Et ce terme, c'est un terme du prétoire, connu de tous. Donc l'élément préalable au blanchiment faisant défaut, l'infraction ne peut pas exister. Donc, le premier juge a faussé son raisonnement. Et surabondamment par rapport à l'infraction de corruption, Monsieur le Président, parce que le ministère public a donné les préventions de blanchiment des capitaux et la corruption, avant que je me fasse compléter par mon estimé confrère, je voulais rappeler ici, Monsieur le Président, que tout part d'un contrat. Tout part du contrat signé entre la société Samibo, dont nous sommes gérants, et la République démocratique du Congo. Ce contrat date du 18 avril 2018. En son temps, nous le répétons, s'il y avait quelqu'un à corrompre pour gagner le marché, parce que c'est ce que le premier juge affirme dans son œuvre, s'il y avait quelqu'un qu'on devrait corrompre pour gagner les marchés, c'était le ministre du Développement rural, M. Bitakura Justin.
Nous ne l'avons pas corrompu. Il n'a jamais déclaré par devers le premier juge qu'il avait perçu une somme d'argent pour attribuer le marché là. De gré à gré, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Il n'a jamais dit ça. Vous pouvez vérifier dans les PV d'audition. Il n'a jamais dit ça. Donc en 2018, nous n'avons pas corrompu l'autorité contractante qui est le ministre du Développement rural. C'est en 2019, une année après avoir gagner le marché, que nous allons maintenant corrompre pour gagner le même marché. Donc, Monsieur le Président, ce raisonnement du juge, du premier juge, de considérer que nous avons corrompu M. Vital Kamerhe pour gagner les marchés, c'est un raisonnement qui est assis sur des faits qui sont faux, surabondamment, par rapport même à la donation elle-même, parce que le ministère public a cité la donation d'une concession. Cette donation est faite, Monsieur le Président, en date du 23 janvier 2019. Nous voulons rappeler qu'au moment où nous avons fait cette donation à M. Massaro, qui est l'ami de nos enfants, et donc pour nous, il était devenu comme un fils. Il était devenu comme un fils. Cette donation-là est faite au moment où M. Kamerhe, encore une fois de plus, était un citoyen congolais naturel comme tous les autres. Il n'avait aucune qualité. Il n'avait aucune qualité. En date du 23 janvier 2019, M. Kamerhe n'avait pas la qualité du directeur de cabinet du chef de l'État. L'ordonnance de sa nomination date, je crois, du 25 ou du 24, je ne sais pas. Du 25. Il n'avait pas la qualité requise pour... Donc on a corrompu un individu simple, un Congolais, un citoyen, un homme politique, simple. Il y a un problème. Donc par rapport à ça, nous voulons dire que cette infraction ne peut pas être établie dans le sens même où le premier juge est allé dans son raisonnement, par le fait que les marchés ont été gagnés depuis 2018 et en son temps, le monsieur dont on prétend qu'on l'a corrompu n'avait aucune qualité légale. Et aussi, et nous allons chuter par là, Monsieur le Président, la deuxième donation, parce qu'il y en a deux, nous voulons rencontrer le ministère public dans tout ce qu'il a relevé. La deuxième donation, Monsieur le Président, est intervenue au moment où non seulement nous avons gagné les marchés, mais l'État avait déjà exécuté sa part. Et les premières maisons étaient même déjà érigées. Parce que vous avez demandé tout à l'heure une question à M. Vital Kamerhe pour savoir est-ce que les contrats étaient exécutés. C'était notre question, Monsieur le Président. Nous sommes prêts à vous répondre. Allez au Kanchati, vous allez trouver des maisons, plus de 200, construites. La plomberie, l'électricité, tout est installé. C'est l'exécution du marché. Donc, au moment où nous exécutons déjà les marchés, nous allons corrompre pour gagner les mêmes marchés. C'est un raisonnement qui ne répond à aucune logique. Ça ne répond à aucune logique. De cette analyse-là, vous allez comprendre que le premier juge ne pouvait nullement retenir l'infraction de corruption dans les chefs de M. Samy Diamal parce qu'il a gagné les marchés légalement. Il n'a jamais corrompu. Et le monsieur dont on prétend qu'on l'a corrompu n'avait aucune qualité au moment où lui gagnait ce marché-là. Donc il n'avait aucun intérêt de corrompre quelqu'un qui n'a pas qualité. C'est pourquoi nous avons déféré cette œuvre-là, en ce qui concerne cette infraction-là, par devant votre auguste cour, pour que, au-delà de tout bruit, de tout ce qu'il y a eu comme considération de l'opinion publique, la clameur publique, tout ce qu'il y avait comme envie de voir quelqu'un être crucifié comme Jésus en son temps, vous puissiez, dans la sagesse qui vous est reconnue, dans la sagacité qui vous est reconnue, qui est d'ailleurs légendaire, vous puissiez analyser objectivement et comprendre que le premier juge ne pouvait aucunement retenir cette infraction de corruption dans les chefs de M. Samy Diamal, sous réserve d'être complété par mon distingué confrère. Je voudrais insister sur la motivation erronée et imprécise en ce qui concerne l'infraction de blanchiment des capitaux. On vous dit, ou le premier juge dit, transférer plus de 10 millions de dollars et sans avoir recouru au circuit bancaire. Lesquels circuits bancaires officiels et légaux? Il se limite à dire il a transféré plus de 10 millions. Imprécision dans le montant. Et il vous dit avoir recouru au circuit bancaire
n'avoir pas recouru aux circuits bancaires officiels et légaux. Lesquels circuits bancaires, lesquels circuits contraires aux circuits bancaires et légaux? Il se limite à ça. Et même dans l'impossible, vous voyez comment vous pouvez imaginer quelqu'un sortir avec plus de 10 millions de dollars dans nos frontières ici, aéroport, beach, 10 millions de dollars. Donc, Monsieur le Premier Président, vous allez vous rendre compte que la motivation ici est erronée et imprécise quant à cette infraction de blanchiment des capitaux. En définitive, dite passive, et de l'autre côté, une corruption dite active. Là encore, Monsieur le Premier Président, il y a absence de motivation. Absence de motivation, puisque les premiers juges n'arrivent pas à vous démontrer par quel mécanisme il y a eu cette corruption. Il se limite à pouvoir affirmer des choses de manière tout à fait listée, sans vous donner de manière concrète comment est-ce qu'il y a eu d'une part une corruption passive et de l'autre côté une corruption active. Mais j'ai fait savoir ici, Monsieur le Président, que ce contrat advenu entre la République et la société Samibo est une émanation de l'ancien pouvoir. Le pouvoir précédent, celui de M. Félix Tshisekedi. Il a été conclu en 2018. Si il y avait quelqu'un à corrompre, c'est impossible. Ce n'est pas Vital Kamerhe. Sont ceux qui avaient en son temps conclu son contrat. C'est-à-dire l'ancien ministre du développement rural, Takwira, pas M. Kamerhe, puisqu'au moment de la conclusion de ce contrat en 2018, le président Félix n'était pas au pouvoir. C'était le président sortant. Et c'est son ministre de l'époque, Bitakwira, et quoi par le gouvernement Tchibala. Donc vous voyez encore là, c'est une approche erronée qui n'amène que M. Kamerhe a reçu telle chose, tel bien, tel montant pour que Samibo puisse gagner ses marchés. Ce contrat avait été signé en 2018, bien avant l'arrivée de M. le Président Félix au pouvoir. Donc on ne peut pas ici de manière désordonnée insinuer que ce contrat qui est une émanation de l'ancien régime l'a été puisque M. Kamerhe avait reçu des offres pour l'accorder à la société Samibo. Donc il y a eu absence de motivation et par conséquent, quand il y a absence de motivation, cette infraction est inexistante. Nous revenons dans 5 minutes. Ma mission TV, le miroir du monde.